Se retrouve pour une deuxième vidéo autour de cette découverte de Zola. Et on va donc se focaliser davantage sur l'auteur lui-même et voir en quoi il est justement le chef de file du naturalisme. Alors, qui est Zola? Là, vous allez avoir quelques éléments biographique et bibliographique. Il est né en 1840 à Paris, mais son père va mourir alors qu'il est très jeune et il va alors passer quelques années dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et c'est d'ailleurs pendant cette période qu'il rencontrera le peintre Cézanne, avec lequel il se liera d'amitié avant de se brouiller à la fin de sa vie. Il retourne alors avec sa mère à Paris, où il va échouer au bac, et il va vivre alors dans la pauvreté, puisqu'il n'a pas la possibilité de se lancer dans des études universitaires. En 1862, il réussit à être engagé au bureau des expéditions des éditions Hachette, et il finira par être promu au service de la publicité, et il a alors vraiment le désir de devenir écrivain. Il va alors fréquenter de nombreux auteurs grâce à sa fréquentation des milieux de l'édition, par exemple l'auteur Sainte-Beuve ou encore des critiques comme Hippolyte Taine. En 1864, il va publier sa première œuvre intitulée Les Contes à Ninon, et c'est un ouvrage dans lequel on ressent encore ses influences du romantisme. En 1865, il va publier son premier roman intitulé La Confession de Claude, dans lequel il raconte la chute d'un jeune poète sans argent, perverti par une travailleuse du sexe. Ce roman va rencontrer un certain succès malgré quelques polémiques, et on sent déjà poindre dans ce livre les ambitions naturalistes de l'auteur. Zola n'est pas seulement un auteur de romans, il a aussi été un journaliste engagé. En effet, afin de gagner sa vie, il va multiplier les collaborations avec la presse qui est alors en plein essor au XIXe siècle. Et il va essentiellement publier des articles de critique littéraire et artistique. C'est ainsi qu'il va prendre notamment la défense d'Édouard Manet et de son Déjeuner sur l'herbe, ainsi que de son tableau Olympia, tous les deux ayant fait scandale en raison de leur réalisme choquant pour l'époque. Mais Zola ne s'intéresse pas simplement à l'actualité littéraire et artistique de son époque, il est aussi quelqu'un de très ouvert sur la vie politique française, et il va notamment être très sensible à la montée de l'antisémitisme. C'est pourquoi, en janvier 1898, Zola va prendre la défense d'Alfred Dreyfus, qui est un officier de l'armée française qui a été injustement accusé d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Et pour prendre la défense de ce personnage, il va écrire une fameuse lettre ouverte dans le journal L'Aurore qui s'intitule « J'accuse ». Dans cette lettre, directement adressée au président de l'époque, Félix Faure, il va dénoncer les manquements de la justice militaire. Il va montrer à quel point cette justice a fait preuve de mensonges et de complots envers Alfred Dreyfus. Il sera alors, Zola, accusé de diffamation et sera condamné à la peine maximale. Il s'exile alors 11 mois en Angleterre. Donc là, vous pouvez voir une représentation de l'Olympia de Manet et la une du journal L'Aurore avec ce célèbre « J'accuse ». Zola est avant tout, et on le retient nous dans notre histoire littéraire, comme le chef de file du naturalisme. Il va en effet très rapidement prendre ses distances avec le mouvement romantique. Il va lire des ouvrages scientifiques, notamment en physiologie, en chimie, et il va finalement changer de modèle en s'inspirant des auteurs réalistes comme Balzac ou Flaubert. Comme les frères Goncourt, il va essayer de décortiquer en fait les passions humaines et les pulsions des individus de manière scientifique. Peu à peu, il va s'intéresser aux liens entre l'individu, son milieu social, le milieu social dans lequel il évolue, et la part de l'hérédité. En 1870, il commence à écrire une vaste fresque romanesque intitulée Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Dans cette série de 20 romans, il va s'attacher au destin des membres d'une famille tout en dépeignant les réalités sociales et politiques de son époque, ainsi que les tares
physiques, physiologiques, psychologiques de ces personnages. On en profite donc pour faire un zoom un peu plus précis sur le naturalisme, qui est donc le mouvement auquel appartient Zola. Le naturalisme repose tout d'abord sur une observation véritablement scientifique. En effet, au XIXe siècle, la pensée positiviste est en plein essor et celle-ci considère que le savoir doit provenir de l'observation des faits et de l'expérimentation. Quant aux romanciers naturalistes, ils vont s'inspirer de ces méthodes scientifiques et pour écrire leurs œuvres, ils vont chercher à accumuler une documentation conséquente, notamment en se rendant par exemple sur les lieux qu'ils veulent décrire. C'est par exemple le cas de Zola. Lorsqu'il écrit Germinal, il va se rendre dans les mines du nord de la France et il va descendre lui-même dans une mine afin de décrire de la manière la plus précise les conditions des ouvriers à cette époque. Zola va aussi introduire cette notion d'expérimentation dans son travail. Par exemple, il va partir d'un fait social comme l'alcoolisme ou la violence et il va construire son intrigue autour de ce fait et le dénouement de l'intrigue est finalement le résultat de l'expérimentation. Finalement, le roman devient une sorte de laboratoire de la vie sociale. Les personnages vont donc alors incarner des tempéraments ou une catégorie sociale dont les comportements sont étudiés de façon véritablement clinique. Et le romancier va être très attentif aux manifestations physiques des émotions. Nous y reviendrons dans notre étude de Thérèse Raquin. Vous pouvez retenir cette citation, « Le roman naturaliste est une expérience véritable que le romancier fait sur l'homme en s'aidant de l'observation ». C'est une phrase qui est issue d'un texte théorique écrit par Zola en 1880, intitulé « Le roman expérimental ». Autre point important dans le naturalisme, c'est la part de l'hérédité familiale et du milieu social. En effet, Zola va s'inspirer de deux scientifiques, à savoir Claude Bernard, qui est un médecin et physiologiste très connu de l'époque, qui a rédigé un traité qui s'appelle La médecine expérimentale. Et Zola va reprendre finalement la même méthode précise pour décrire de manière détaillée comment le milieu économique, politique et social influence les décisions des individus. Il va également s'inspirer du docteur Lucas, puisque ce docteur, Prosper Lucas, a fait des études qui tendent à montrer que les comportements humains ont une origine héréditaire. Enfin, le naturalisme a vraiment pour but d'étudier la société, d'étudier notamment les différentes classes sociales, le monde ouvrier, les mutations urbaines. Alors c'est le cas par exemple pour le monde ouvrier dans Germinal, on l'a évoqué tout à l'heure, ou encore dans L'Assommoir de Zola. Les mutations urbaines, vous en avez vraiment une peinture criante dans Au bonheur des dames, toujours de Zola. Et la pauvreté paysanne, par exemple, est mise en évidence dans le roman des frères Goncourt, intitulé Germigny-Lacerteux. Finalement, le peuple fait véritablement son entrée dans le roman, alors qu'il était plutôt exclu des autres œuvres littéraires jusque-là. Par conséquent, on assiste aussi à une importance des descriptions et aux références à des faits historiques pour ancrer d'autant plus le lecteur dans la réalité. À la fin de l'existence de Zola, l'auteur va mourir en 1902, intoxiqué par les fumées d'une cheminée défectueuse, dans des conditions qui demeurent suspectes. De nombreuses cérémonies rendent hommage à l'écrivain, et même une délégation de mineurs du Nord accompagne le cortège en scandant « Germinal ». C'est en 1908 que le corps de Zola est transféré au Panthéon pour honorer son combat dans l'affaire Dreyfus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve pour une autre vidéo consacrée cette fois à l'œuvre au programme intitulée Thérèse Raquin.